C'est l'heure à présent et comme chaque jour du Focus, derrière chaque attentat perpétré ces dernières années en France se trouvaient des filières djihadistes bien huilées. En France, près de 2000 personnes seraient impliquées dans ces réseaux. Beaucoup d'entre elles ont choisi de faire le voyage en Syrie. Certaines grâce à la propagande d'Internet, d'autres à cause du discours de recruteurs particulièrement convaincants. Dans les cités de Nîmes notamment, ils sont nombreux aujourd'hui à crier leur inquiétude, totalement démunis. Certaines familles n'ont rien vu venir, leurs enfants ont tout quitté pour aller faire le djihad aux côtés de l'organisation État islamique. Reportage. On les appelle quartiers prioritaires. 25 000 habitants vivent dans les 4 cités de Nîmes. Ce n'est pas une ville dans la ville, mais une ville en dehors, loin du centre. Les bonnes volontés n'y manquent pas. Des associations qui veulent donner un avenir aux enfants, comme celle d'Amina Segeg. Ici, c'est du soutien scolaire, avec des règles, comme à l'école. Les filles, elles se dévoilent pour après accéder dans les salles pour faire leur soutien. Et en repartant, elles remettent leur voile et... Ce sont les parents eux-mêmes qui ont demandé ce règlement. Ils pensaient ainsi lutter contre la radicalisation de certains jeunes. Qu'est-ce que vous faites? On fait du français. Pourtant, 2 sœurs sont parties en Syrie fin 2014. Des élèves sérieuses de 16 et 17 ans que tous connaissaient bien. Pendant 6 ans, elles étudiaient ici. On a essayé d'appliquer les règles de la laïcité, les règles de la loi, de l'école. Mais quand même, on n'a pas réussi à les retenir. Ça n'a pas suffi à les retenir. Et aujourd'hui, on se sent démunis. Qu'est-ce qu'on fait? On a aujourd'hui peur pour tout cela. Ces jeunes-là sont-ils des victimes potentielles? Eux se sentent loin de l'endoctrinement. Une personne, par exemple, qui vit avec moi et d'un coup part en Syrie, pour moi, c'est bizarre. Parce qu'en fait, je pense qu'il a été comme un lavage de cerveau, quoi. Mais ils ont rencontré des mauvaises personnes. En 2 ans, plus d'une 50aine de jeunes auraient quitté Nîmes pour rejoindre Daesh. Au moins 6 seraient morts. Difficile d'obtenir les chiffres exacts car ils touchent à la sécurité nationale. Et puis les familles parlent peu ou pas du tout. Trop de honte, de culpabilité, de peur. Nous avons pu rencontrer Myriam et Ouda, 2 mamans dont les fils sont partis. Un mois avant qu'il parte, il est un peu bizarre. Il n'arrête pas de prier. J'ai vu qu'il a changé et voilà. Pas de télé, pas de discussions comme avant, on ne mangeait plus ensemble. Tout ça a changé, il s'enfermait dans sa chambre. Il n'allait presque plus à l'école. Un jour, il m'a demandé, maman, habille-toi. J'ai dit, pourquoi je suis bien habillée? Non, il ne m'a dit pas comme ça, maman. Comment alors? Il veut faire que je fasse le foulard, le machin. Issam et Michael sont partis à 21 et 16 ans. En Syrie, ils ont appris les armes. Ils ont donné quelques nouvelles, mais leurs échanges sont contrôlés par Daesh. Et s'ils commencent à douter, ils sont envoyés sur les fronts les plus dangereux. C'est peut-être comme ça qu'Issam est mort. Michael, lui, est toujours là-bas. Et leurs mamans témoignent aujourd'hui pour que d'autres parents soient conscients que des recruteurs menacent leurs enfants dans la cité. C'est des gens qui fréquentent la mosquée, qui sont plus âgés qu'eux, qui ont les 35 ans, les 30 ans, 40 ans. C'est des mafias, et ben c'est un commerce. C'est un commerce de jeunes humains. Oui, les jeunes, oui, ils sont payés pour ça. Oui, c'est pas gratuit qu'ils le font. Les recruteurs sont payés pour trouver des jeunes. Il y en a qui sont d'ici, il y en a qui sont d'ailleurs. Et qu'on voit les matricules de voitures qui dans le nord de la France, dans le sud de la France, mais de belles voitures. On vit avec ces gens-là. Ils nous connaissent, ils connaissent nos enfants qui ne sont pas là. Et vous craignez pour votre sécurité? Oui, on a des enfants aussi. Ils leur disent pas peut-être vous partez à la mort. Vous voyez où vivent les gens là? C'est des ghettos. L'apartheid dont parle le Premier ministre, social, humain, voilà. Dans ces quartiers de Nîmes, le taux de chômage moyen est de 45%.
il y a un état d'exclusion, il n'y a pas de travail. Et puis même lorsque des jeunes qui ne sont pas du tout pratiquants, lorsqu'ils vont même dans une boîte de nuit, on ne les laisse pas rentrer parce qu'ils ont les cheveux crépus. Tout ça, ça facilite aux recruteurs un discours, leur dire comment vous êtes traités dans ce pays-là, on ne vous respecte pas, on vous autorise à rien faire. L'islamisme radical reste extrêmement minoritaire. Mais pour que la parole se libère, ces jeunes embrigadés devraient être considérés aussi comme des victimes. C'est le combat des associations de quartier. Leur cri d'alarme, depuis un an, commence enfin à être entendu. Et on revient sur ce dossier avec notre invité du jour, Pascal Lepotremat. Bonjour, vous êtes spécialiste des questions de l'islam en France, enseignant également à Sciences Po. Merci d'être avec nous. Ce reportage a été tourné à Nîmes, il aurait pu l'être dans d'autres quartiers sensibles, dans d'autres régions de France. Pourquoi Nîmes est-elle aujourd'hui particulièrement touchée ? Oh, écoutez, je pense que c'est lié à la fois au fait d'un choix éditorial certainement qui a été pris par des journalistes d'investigation qui ont porté leur regard sur Nîmes. Je pense que raisonnablement, il faut plutôt estimer que c'est la PACA, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est concernée par le problème de façon générale. Après, de manière épidermique, oui, il y a peut-être un taux de cas repérés sur Nîmes qui est un peu plus flagrant. Donc on porte inévitablement son regard sur cette zone-là. Mais je serais tenté de vous dire que, de par mes recherches, je constate que dans l'ouest de la France, nous avons aussi des cas de figure de ce type. Donc après, bien sûr, il faudrait avoir le recul, le temps suffisant pour donner des chiffres, faire des pourcentages. Là, ça va être très difficile, bien sûr, de donner une donnée sociologique pure. Quel est le contexte propice, le contexte socio-économique ? Incontestablement, ça a été soulevé notamment dans votre petit reportage. À bien des égards, on le sait, les questions socio-économiques sont au cœur des troubles de nos sociétés actuelles. Et je dirais que malheureusement, ça dépasse même le cadre de ces populations un petit peu en marge, en déviance sociologique, avec des jeunes plus ou moins désœuvrés et déscolarisés. Tout le monde en ressent les effets, de toute façon, de la catastrophe économique dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire que les systèmes actuels créent de la misère, des déséquilibres, des inégalités qui vont croissantes. Et obligatoirement, dans des sociétés où on a beaucoup mis à terre, on a désacralisé un certain nombre de repères, vous avez des jeunes plus fragiles, qui sont en déviance, qui sont dans des questions liées aussi à leur âge, des questions de doute existentiel, et puis parfois ils tombent sur des gourous, sur des gens qui les manipulent, qui sont des manipulateurs psychologiques et psychiques, qui savent très bien les embrigader, et puis après vous connaissez la suite. Mais tous les jeunes qui ont ce profil ne sont pas forcément sensibles au discours de radicalisation. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui ? Quel est l'élément déclencheur ? Le passage par la case banditisme, par la case prison essentiellement ? C'est l'une des cases de passage. Oui, il ne faut pas le nier, il y a une islamisation carcérale qui est réelle, qui de façade paraît tout à fait judicieuse pour des directeurs de prison ou des services administratifs. Ils se disent, après tout, la foi, le travail sur soi, la recherche de la lumière, de la méditation peut contribuer sauf que les partenaires souvent sont associés aux frères musulmans, à des associations de musulmans radicaux, et évidemment, petit à petit, ils vont teinter leur discours, lui donner une teinte très particulière, et on le voit après. Oui, bien sûr, ça contribue, ça passe par la case prison, ça passe par la case grand banditisme ou petite délinquance, c'est surtout des circonstances de rencontre, parce que voyez-vous, on a le trafic d'armes et de stupéfiants qui a des passerelles avec les réseaux djihadistes, on voit pourquoi, autofinancement et moyens d'équipement. Et puis il y a tous ces jeunes ici ou là, que ce soit des gens d'origine maghrébine ou même des Français, je dirais, de souche européenne qui sont ensuite en phase de conversion à un islam. Et puis, oui, il faut le dire, quand vous avez 19, 20, 22, 23, il y en a certains aussi qui cherchent l'aventure, alors entre guillemets, bien sûr, le grand frisson, connaître leurs limites,
Alors là, évidemment, beaucoup ne sont pas déçus. Hein. Quand Une ils dernière arrivent en question. Syrie, ça devient vite catastrophique. Une dernière question, s'il vous plaît, sur la réponse politique. La semaine dernière, on a vu un Premier ministre, Manuel Valls, présenter une nouvelle salve de mesures anti-ghetto. C'est comme ça qu'elles ont été présentées en janvier 2015. Hein. Des mesures avaient déjà été instaurées, un plan de 60 mesures pour décloisonner les quartiers défavorisés. C'est quoi le bilan? La réponse, elle est appropriée aujourd'hui, selon vous? Oui, enfin, j'ai envie de vous dire, ça va être encore une mesure sur d'autres mesures. Quand le Premier ministre dénonce l'existence de réseaux salafistes, c'est une évidence, mais vous voyez que même dans sa famille politique, on a un déni dogmatique et idéologique qui est assez pathétique. Je dis en 2 mots pour donc ne pas trop m'étendre sur votre délai. La vraie question de fond, c'est surtout que nos élites, entre guillemets, politiques, fassent une démarche et un vrai travail de culture et se rendre compte de la réalité de l'islam pluriel, tant en France qu'en Europe. Merci beaucoup Pascal Le Potremal d'avoir été notre invité. Merci pour l'éclairage.